Dissonance, le média podcast qui porte les voix que l'on n'entend pas. Dissonance, le média podcast qui redonne du sens. Un nouvel épisode un vendredi sur deux à 20h en libre écoute sur dissonance.bzh. Habitat léger, par-delà préjugés et discrimination institutionnelle, liberté et refus de l'aliénation. Tout comme se nourrir, se loger est un besoin fondamental et un droit reconnu. Pourtant, derrière cette réalité se cache une situation préoccupante. Aujourd'hui, près de 4,2 millions de personnes sont mal logées en France et plus de 12 millions sont fragilisées par la crise du logement. Entre les logements insalubres, difficultés à payer son loyer ou encore les factures d'énergie, allant jusqu'à l'absence totale de domicile, de nombreux ménages vivent dans des conditions précaires. Dans un contexte d'accaparement du capital immobilier par une minorité dont l'objectif est purement financier, laissant vacants des immeubles entiers, démultipliant l'hébergement touristique ou se transformant en véritable marchand de sommeil, le mal-logement apparaît comme un enjeu social majeur. Il interroge la capacité des politiques publiques à garantir un logement digne pour tous. Dès lors, comment expliquer la persistance du mal-logement en France et quelles solutions peuvent être envisagées pour y remédier ? Cette semaine, on est allé à la rencontre de Mo pour recueillir à travers sa voix le récit de sa vie en squat, puis en caravane, à Nantes. Au fil de son témoignage émerge une profusion de sujets tant sociaux que politiques. Précarité, xénophobie, antinomadisme, politique publique discriminatoire, difficulté à la réinsertion. Sa parole, son vécu de personnes concernées démontre à quel point le sujet du logement, et plus particulièrement le droit à son accès, se place à l'intersection d'une multitude d'inégalités et de dysfonctionnements du système capitaliste libéral. Se pencher directement sur la question du logement permet alors de repenser en profondeur notre vision du mode de vie plébiscité par ce système et d'ouvrir notre regard à des horizons alternatifs, libérateurs, égalitaires et émancipateurs. Décris-nous le lieu où tu vis, en ville, à la campagne. Alors moi je suis Mo, je suis artiste terre, je suis SDF également. Je vis en caravane depuis plus de 10 ans au moins, je sais plus exactement, mais ça fait déjà un bon petit moment, avec au moins facilement 8 ans de caravane qui bouge quoi. Avant c'était plus fixe. Du coup bon, c'est lié à ma condition aussi de personne SDF et de personne précaire, mais c'est aussi un choix personnel. J'aime le nomadisme, tout ça s'en mêle un peu quoi. Du coup, il y a vraiment ce truc du choix de pouvoir être nomade et il y a aussi la précarité en fait quand même qui fait que à des moments j'aurais quand même besoin de matériel ou de plus de confort quoi que ce qu'une caravane en précarité peut apporter quoi. Par exemple, ça fait qu'il y a 2-3 ans j'ai commencé un parcours de santé et il a fallu que je subisse plusieurs opérations, ce qui fait que j'ai ouvert un squat parce que de vivre en caravane dans la rue, ce qui me convenait, où je pouvais bouger avec ma voiture et tout ça. Et j'arrivais à m'en démerder pas trop mal. Là, ça devenait vraiment compliqué, quoi. À l'issue de ces opérations, il fallait que je sois alitée pendant 1 mois, 2 mois, ça dépendait desquels, quoi. Que je pouvais plus aller chercher de l'eau, il fallait vraiment de l'électricité. Voilà, il y avait tout un process qui faisait que c'était pas tellement faisable. Ça fait que j'ai vécu 2 ans en squat dans le quartier de Ranzay, projet La Beaujoire, là. Je variais entre, quand ça va mieux, je revenais dans la caravane. Et autrement, j'étais dans une maison, squattée. Il y a eu beaucoup de chantiers à faire pour que ça soit un peu vivable, mais c'était faisable. Du coup, j'avais l'électricité. J'ai pas réussi à avoir l'eau. La régie de l'eau de Nantes n'a jamais voulu me mettre l'eau courante. Il a fallu quand même que je continue à aller chercher au puits des bidons d'eau. Ça fait que quand j'étais hospitalisée, c'était des amis qui sont allés me remplir les bidons d'eau, etc. Bon, ça, c'était la précarité qui n'a pas bougé, quoi. EDF a bien voulu me mettre l'électricité, mais la régie de l'eau à Nantes, c'est vraiment un blocage pour les squats, alors que c'est un droit fondamental et vraiment de survie, quoi. Il n'y a pas de... L'accès à l'eau, c'est
vraiment l'angle de bataille qu'utilisent les institutions, que ce soit contre les squats, contre le nomadisme aussi. On ne trouve plus beaucoup de fontaines publiques où aller s'approvisionner en eau. Parce qu'il faut savoir que le nomadisme, c'est pas interdit, quoi. Mais tout est fait pour obliger les personnes, quelles qu'elles soient, à se sédentariser, quoi. Et ça passe aussi par l'accès à l'eau. Du coup, il y a vraiment une pression d'éliminer de l'espace public les fontaines publiques ou de les rendre par un biais artistique ou d'esthétique, comme il peut y avoir dans le centre-ville. Genre, c'est des grandes fontaines avec des sculptures, etc. où bah, tu peux plus que remplir ta bouteille de 50 centilitres. Du coup, bah, c'est pas trop évident. C'est plus une source d'eau accessible pour des personnes qui sont à la rue ou qui sont nomades, quoi. Il y a vraiment cette chose-là qui est vraiment très importante parce que c'est fondamental en fait. De confisquer les fondamentaux comme ça te pressure à plus pouvoir avoir ce mode de vie. Alors que autrement, c'est quand même assez confort de vivre en caravane, quoi. Il n'y a pas de raison que ça soit moins confort que dans une maison. L'inconfort, c'est tout ce que met en place les institutions pour que ça soit le plus désagréable et le moins pratique possible pour nous, quoi. Que ça soit aussi bien dans les espaces de parking qu'on peut avoir que l'accès à l'eau et l'électricité, quoi. Quelle perception as-tu de la question du logement, là où tu vis? Moi, c'est le côté être assez proche de l'extérieur, quoi. Moi, je viens d'un milieu rural, bon, qui n'était pas du tout nomade, qui était très sédentaire, en maison, etc. Moi, j'ai quand même une sympathie où, genre, c'est un peu vital pour moi d'être en lien avec l'extérieur, avec la nature, on va dire au sens très très large. Malgré que je vis beaucoup en ville, en fait, finalement, c'est assez dur de vivre ma vie en campagne, en étant dans la précarité, etc. Du coup, bon, je suis très très souvent en ville, sur des parkings en ville. Et c'est ce côté-là, il pleut, on l'entend énormément dans la caravane. Je sais pas comment dire, là les oiseaux on les entend alors que tout est fermé, on les entend très bien. Il y a quelque chose d'une respiration comme ça qui est chouette, qui est agréable à vivre. Bon, j'entends que ça correspond pas à tout le monde, quoi, mais moi ça me correspond bien en fait. Le côté un peu pratico-pratique, là, comme vous voyez autour de vous, quoi, parce que bah, là on enregistre depuis ma caravane. Il y a tout qui est un peu à portée de main. Et comme là maintenant je suis handi et que bah, j'ai du mal à me déplacer, des choses comme ça, bon, il y a déjà le côté un peu cocooning de toute manière. Mais en fait ça ramène aussi du confort, moi, dans ma vie de tous les jours, d'avoir un peu tout sous la main comme ça, facilement, sans que j'ai à marcher beaucoup ou vous voyez, des choses comme ça, quoi. Du coup, ça me conforte encore plus que, que c'est le mode de vie qui me correspond bien. Et le fait aussi de bouffer du kilomètre, quoi, on peut dire ça comme ça, de pouvoir changer d'environnement assez facilement, sans pour autant forcément parcourir des milliers de kilomètres, quoi. Un jour t'es à la montagne, un jour t'es à la mer, voilà, de pouvoir changer aussi en fonction des saisons, etc. Ça a ses contraintes aussi, mais ça me plaît bien. C'est considéré comme un logement de façon administrativement parlant, parce que c'est une grande caravane et elle a sa propre immatriculation. Du coup, dans tous les cas, quand j'ai un véhicule, normalement je devrais être assuré pour la caravane à tout moment. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'assureur qui accepte de le faire. C'est très très peu qui acceptent de le faire. C'est vraiment une question qui est très importante par rapport aux personnes, des gens du voyage par exemple, qui ont vraiment une grosse difficulté à s'assurer, alors que c'est une obligation légale. Ça a même été des questions parlementaires. En fait, on nous empêche d'être dans la légalité. Du coup, il y a eu pas mal de procès, de choses de ce genre-là. Je pourrais pas trop détailler parce que je connais pas à fond la question, mais moi j'ai trouvé qu'une assurance qui a bien voulu assurer ma caravane en tant que caravane d'habitation, mais il fallait la voiture, quoi. Et là, comme j'ai plus la voiture, bah du coup j'ai plus d'assurance, mais c'est quand même considéré comme une habitation. Sauf qu'en fait, dans ce cadre-là, il faut avoir une domiciliation, une adresse fixe, rattachée à une commune, etc. Moi, comme je suis SDF, du coup, c'est la MAJ, quoi.
ou l'équivalent du CCAS en fait. Je suis restée SDF malgré la caravane, hein. Mais pour les gens du voyage, c'est une association qui domicilie à Bougnay là, qui s'appelle Le Relais, qui domicilie, c'est là que tu vas recevoir ton courrier, cette adresse qui te permet d'avoir un compte en banque, d'avoir les aides sociales, d'avoir une feuille d'impôt, de pouvoir travailler, etc., etc., quoi. Du coup ça a l'air de rien, mais c'est quand même super important. Par exemple en Espagne, il n'y a pas cette option de domiciliation. Et ce qui fait que tu es à la rue ou tu as un mode de vie bien spécifique. Tu es obligé d'avoir, alors si tu as les moyens, tu as une maison fixe où tu es domicilié chez des personnes. Et éventuellement, voilà, toi après tu fais ta vie, tu es nomade, quoi. Mais si tu n'as pas cette option-là, tu n'existes pas administrativement parlant, quoi. Du coup, tu n'as pas le droit à un compte en banque, tu n'as pas le droit aux aides sociales, etc., etc., comme je viens. Il y a quand même ce dispositif-là en France qui est quand même assez intéressant et que ça fait pas tout, ça enlève pas les préjugés derrière et qui sont quand même assez tenaces et qui sont généralisés, que ce soit dans la population ou même dans le système institutionnel, quoi. Mais bon, ça permet quand même d'avoir un peu plus de liberté sur ce que tu as envie, parce que le nomadisme, ça empêche d'une certaine manière le contrôle social et tout, mais c'est pas effectif. C'est souvent ça qui est ramené comme justificatif de la part des institutions, quoi. Ça reste les préjugés sur les personnes nomades, quoi, qui étaient là il y a un siècle déjà. Il faut absolument contrôler parce que c'est des agents de l'étranger, parce que je sais pas, enfin après il y a tout. Moi j'ai jamais été autant contrôlée par les flics quand on circule en caravane, quoi. Je passe à côté d'un contrôle, même si c'est sur la route d'à côté, dans l'autre sens, je me fais suivre par les flics qui m'arrêtent plus loin pour me contrôler. Enfin vraiment c'est un truc super énorme, et t'es sur un parking, les flics ils passent 3 fois par jour, alors ils vont pas venir te voir toi personnellement 3 fois par jour, ils vont venir dans les premiers temps où t'es là, et puis après bon ça a l'air plus invisible, mais n'empêche que dans leur carnet de correspondance ils ont marqué tous les jours qui sont passés à telle heure et que t'étais là comme ci comme ça, il y avait des trucs dehors, il y avait pas des trucs dehors, t'étais avec qui t'étais pas, c'est vraiment en réalité il y a beaucoup plus de contrôle que si tu vis en appartement, tu vis quelque chose de beaucoup plus discret, quoi. Tu vis dans le centre-ville ou même en cité, il y a tellement de monde, ils sont pas capables de savoir qui est chez soi ou pas. En fait, même s'il y a des tours Netflix continuels, tu vis en caravane ou en camion, c'est vu tout de suite, quoi. Du coup, le contrôle, il est là, il est beaucoup plus fort. Moi, je pense même au contraire, quoi. Que si tu te déplaces avec tout, t'es immatriculé, du coup, ça veut dire que c'est ton nom qui circule, parce qu'ils ont ça dans leur registre tout de suite. En fait, ils ont même pas besoin de te contrôler physiquement pour savoir qui t'es, d'avoir tout ton curriculum vitae de citoyenne, quoi. Alors que bon, tu vis en appartement, tu bouges n'importe où, t'es incognito, en fait. Mais ça, c'est une question qui est super importante, parce que ça fait que, par exemple, quand il y a un procès, t'es accusé de telle ou telle chose, tu fais de la préventive directement, en fait, pour attendre ton procès. Avec ce mythe que, comme t'as pas de domicile fixe, tu peux t'enfuir, alors que, non. Tu t'enfuis pas plus que les autres personnes, en fait. Il y a des gens qui vont taper des mois ou même voire années de préventive, alors qu'au final, ils sont innocents et innocentés, alors qu'ils auraient été juste dans un appartement avec les mêmes conditions sociales, quoi. Ils auraient attendu ce procès tranquillement chez eux, et puis il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ou ne pas choisir le lieu où tu vis? C'est très... en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'insiste aussi sur la précarité, parce qu'il y a vraiment ce facteur-là qui joue énormément, quoi. Là, par exemple, comme je vous disais, le squat, j'ai été expulsée au mois d'octobre 2025. Ça fait que après, j'ai plus eu de véhicule, parce que moi, j'ai eu plein d'emmerdes dans ce squat. Vraiment, on m'a pas mal agressé, etc. Mais on m'a niqué ma voiture. Du coup, bon, j'avais plus de voiture. J'avais pas l'argent pour pouvoir en racheter une, quoi. Ça fait que je suis allée dans un des endroits qui est encore à peu près accepté de vivre comme ça de manière permanente dans la rue avec son véhicule, du coup du côté de boulevard de Chantenay, où il y a pas mal de personnes qui sont installées comme ça aussi. Et voilà, et là j'avais juste
pas le choix, on va dire, d'être là. Du coup, là, c'était vraiment une occupation très, très urbain, quoi. J'étais sur un trottoir, la rue, ça passait continuellement. J'étais entourée de voitures qui se garaient, qui repartaient. Voilà, c'était que ça. Non, c'est plus du tout le folklore sympa du nomadisme. Mais en même temps, ça reste facile quand tu es dans la précarité. Tu as au moins cette option-là, quoi. Tu as cette option de la maison toute faite qui peut bouger relativement facilement quand même, quoi. Parce qu'il suffit de trouver une personne qui veuille bien te tracter et du coup, ça se fait. Comme ça, tu peux quand même bouger un peu plus facilement que si j'avais été expulsée du jour au lendemain de ce squat avec toutes mes affaires et que j'ai rien en retour. Je veux dire, j'ai aucune option de repli, etc. Là, la caravane, c'est la super option de repli où il y a quand même un minimum de confort, même si t'as pas l'électricité ou t'as pas l'eau, ça fait que quand même ça permet de garder ses affaires, de continuer à avoir une activité, de pas être complètement déconnecté de soi-même et de son petit confort, sa petite intimité, quoi. Là-dessus, c'est quand même très très soulageant, c'est très agréable, c'est quand même super important, quoi. Je pense que la précarisation, c'est ce qui est le plus important, plutôt que le contrôle. Il y a l'histoire de l'impôt, mais en fait, ça pourrait être fait différemment et personne ne dérogerait à l'impôt pour autant. En fait, la personne nomade a son logement et tu peux même le construire entièrement. Dans le système économique, tu vois, le poêle à bois, il est complètement façonné. Là, je viens de l'avoir, il est trop beau, regardez. C'est vraiment le poêle à bois de bobo total. Enfin voilà, tu vois, je l'ai acheté, c'est manufacturé, je l'ai pas fabriqué comme ça de nulle part. La caravane, par définition, c'est manufacturé, ça sort d'une usine. C'est pas tellement le système commercial dans le sens consommé, mais c'est le système bancaire, c'est-à-dire que des personnes qui veulent construire leur maison vont être obligées de faire des prêts, vont être ancrées dans ce truc-là. Bon, moi, il se trouve que ma caravane, on me l'a donnée, du coup, j'ai pas eu à faire de prêt ni rien. De toute façon, j'en aurais pas eu. Mais une personne, des gens du voyage qui travaillent régulièrement, qui fait partie de la classe moyenne, va acheter une caravane en fonction, forcément, et une voiture en fonction, forcément, et va avoir aussi des prêts comme n'importe quelle autre personne sédentarisée qui est de la classe moyenne. Enfin voilà, tout son système de consommation va être ancré dans le même process que sa propre classe, quoi. Ça, c'est tous les préjugés qui ont été soigneusement accumulés au fil des siècles. Déjà au Moyen-Âge, il y a eu des périodes où ils appelaient ça le vagabondage. C'était interdit. Ils enfermaient toutes les personnes qui vagabondaient. Ils les envoyaient aux galères. Enfin, vraiment, c'était juste interdit complètement. Tous ces préjugés-là, ils sont restés, ils se sont transformés, quoi. Ils se sont transformés avec la société moderne, etc. Et qu'en fait, et que du coup, je pense que ça reste quand même lié à une espèce de folklore de la haine, quoi. Il y a un système de hiérarchie, il faut le garder absolument, et ça passe par tout ce qui a été mis en place depuis des siècles, le sexisme, le racisme, l'antinomadisme. Ça passe par des systèmes institutionnels et aussi toutes les rumeurs de la populace, quoi. Je me souviens d'une discussion avec ma grand-mère, rurale, pas bourgeoise mais pas loin. Je sais plus comment c'était venu, qui me disait ah là là, les gens du voyage, quand ils débarquent, il y a plein de trucs qui sont volés, nanana, nanana. Du coup, moi, je lui fais remarquer le caractère un peu raciste de son propos, quoi. Puis elle dit, ouais, bon, c'est vrai que en fait, on savait finalement que c'était machin. Donc, du coup, le mec sédentaire du coin qui attendait le passage des gens du voyage pour faire ses larcins un peu partout. Et comme ça, c'était les gens du voyage, quoi. Vous voyez? J'en ai discuté des fois avec d'autres gens qui venaient de complètement d'autres régions et que c'était pareil. Alors qu'elle le savait, par exemple, ce truc-là. Eh ben non, son réflexe de populace, ça va être de dire ah ouais quand même les gens du voyage, alors qu'elle savait que non, c'était son voisin, ou le fils de machin truc qui habite à côté, et qui avait profité justement de tous ces préjugés institutionnels et de populace pour faire ça à l'arsen en se disant je vais être tranquille moi, les gens du voyage sont arrivés, on peut faire n'importe quoi, de toute façon tout va être de leur faute du coup. En fait il y a un truc comme ça qui s'auto-alimente continuellement. Tout ça c'est aussi alimenté pour qu'il n'y ait pas de solidarité
égalité de classe, quoi, en fait. C'est aussi tout ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'organiser concrètement, on n'arrive pas du tout à s'organiser, et même à l'intérieur de la même classe. Parce que du coup, tous ces préjugés-là, elles se retournent aussi contre les mêmes personnes dans une même classe, quoi. Qui vont dire ah bah nous ça va, mais non, vous avez raison, ceux de ma même classe, effectivement, ils font des trucs pas cool, et du coup, ils desservent tout, et je sais pas quoi. Enfin, en fait, ça, c'est quand même assez intense, comment on peut alimenter, au final, les dominations des institutions, et de la bourgeoisie, et de la noblesse, pour au final, qu'ils puissent encore mieux nous exploiter, et encore plus profiter de tout, enfin, tout confisquer, quoi. Et l'habitation, ça passe aussi là-dedans, quoi. Au niveau de l'assurance, quand je l'avais pris, quand j'avais réussi à l'avoir, là, enfin, le mec de l'assurance, c'était le seul d'ailleurs qui acceptait à le faire. Ouais, il me sortait, parce que moi je voulais être quand même assurée tout risque, parce que je comptais vraiment bouger beaucoup. Et même si ça me coûtait plus cher, mais moi je préférais investir de l'argent là-dedans, malgré tout. Et en fait, il a pas voulu, parce que vous savez, vous, comment vous êtes, non. Mais vraiment, il me sort ça comme ça. Je veux dire, il a aucun complexe, quoi. Il y a vraiment aucun complexe, quoi. Contre le nomadisme, contre les gens du voyage, contre les Roms, contre les SDF. Les gens, ils vous le disent ouvertement devant vous. Enfin, je veux dire, ils ont aucun problème. C'est acquis, quoi. C'est un préjugés acquis. Les gens peuvent dire toute la merde en sachant au moment même où ils le disent que c'est de la merde, que c'est des préjugés, que ça s'accroche sur pas tant de réalité que ça, voire sur aucune, mais ils ont aucun complexe à le dire. Et que en fait la réalité c'est pas que nous on fasse beaucoup d'accidents ou que on fasse des arnaques à l'assurance, c'est que en fait avec tous ces préjugés de haine, etc., on est continuellement agressé. Moi, j'ai pas arrêté de me faire agresser, quoi. Et c'est pas directement, c'est sur mon véhicule. J'ai pris plein de coups de couteau dans la caravane. J'ai plus de voiture parce que je me suis fait crever les pneus je sais pas combien de fois. Et que c'était juste pour nuire, en fait. Du coup, ouais, c'est sûr, t'assurer tout risque... dans une société comme ça, c'est chaud, quoi. Parce qu'en plus, d'une, ça coûterait de l'argent à l'assureur, parce que ça reviendrait quand même assez souvent. Et qu'en plus, t'es obligé d'officialiser ça, du coup de passer par les institutions pour faire reconnaître les agressions, etc. Du coup, ça serait comme genre commencer à renverser les préjugés, à les démentir, etc. Du coup, non, c'est pas possible, quoi. C'est tout un système, en fait, qui s'autoproduit, qui s'auto-alimente. C'est hyper bien rodé. Enfin, ça paraît être comme si je racontais le gros complot du siècle, mais il y a un truc comme ça, quoi. Enfin, je dirais, c'est un engrenage, la société, elle s'autoprotège, et que vraiment, tous les rouages y participent, quoi. Et que, du coup, t'es complètement enfermé dans l'oppression, et c'est vraiment super dur de pouvoir y échapper, quoi. Enfin, tu peux pas, en fait, en vrai. C'est impossible, quoi. Préjugés sociaux, discrimination institutionnelle, précarisation, politique publique répressive. Au travers de la question du logement sont mises en exergue les multiples inégalités structurelles de la société capitaliste, tout autant induites par cette dernière qu'indispensables à son fonctionnement basé sur une hiérarchie violente qui classe tant les individus en eux-mêmes que leur mode de vie. Ceci dit, le choix d'un mode de vie alternatif, notamment sous la forme d'un logement hors des normes, apparaît à certains et certaines comme un chemin possible à défricher dans leur quête d'émancipation individuelle. Au fil de leur vécu, malgré les difficultés rencontrées sur leur chemin de vie, transparaît une volonté libératoire, un refus de l'aliénation proposée par le système, une voie alternative possible à emprunter en lieu et place du mode de vie normalisé et asservissant du capitalisme néolibéral. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dissonance. L'épisode de cette semaine était présenté par Maël, monté par Flo et Oli, écrit par Maël et mis en musique par Paul. Les témoignages ont été recueillis par Lia et Alex. Merci à Mo pour sa confiance en acceptant de nous prêter sa voix pour partager son récit et son vécu. Rendez-vous vendredi 27 mars à 20h sur dissonance.bzh pour un nouvel épisode de Dissonance, le média podcast qui redonne du sens.